Europe, les premiers cas de Covid-19 ont été détectés en France le 24 janvier, puis en Allemagne et en Italie. Face à la crise sanitaire, les pays de l'Union européenne ont réagi de façon individuelle, hésitant longuement entre restrictions de déplacement et confinement, afin de limiter la propagation du coronavirus. Cette pandémie frappe tous les continents, mais plus particulièrement l'Europe. Au mois de mars, après l'Asie, le vieux continent est devenu le centre de l'épidémie. Comment les pays membres de l'Union européenne affrontent cette crise sanitaire? Quels sont les défis posés par la Covid-19 et ses conséquences économiques pour l'Europe? On en parle avec son Excellence Job von Kretschmann, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Excellence, bonjour. Bonjour Fatim. Merci de nous recevoir. Mais c'est un grand plaisir. Vous êtes bienvenue dans la résidence. Merci. Voilà, si vous voulez me suivre, on va s'installer ici. Voilà, s'il vous plaît. Alors, Excellence, les premiers cas européens de Covid-19 ont été détectés d'abord en France le 24 janvier, puis en Allemagne et en Italie. 4 mois après, quel est le dernier bilan sanitaire dont vous disposez? Alors aujourd'hui, on a dépassé 1 million de cas. On est exactement à 1,2 million avec 120 000 décès. Donc c'est 10% des cas infectés. C'est un bilan assez impressionnant dans un sens négatif. Et donc, je crois que ça nous a tous pris un peu par surprise au départ. Alors, quels sont les pays où la progression a été la plus rapide? On s'attend tous à ce que l'Italie soit dans le peloton de tête. Est-ce le cas? Voilà, on pensait comme vous que c'est l'Italie au départ. On a tous suivi les nouvelles à la télévision à un moment donné. Mais aujourd'hui, il s'avère qu'à la tête, vous avez l'Espagne. Vous avez la Belgique, vous avez d'autres pays, et tout à fait en bas de l'échelle, vous avez l'Hongrie, la Grèce et la Bulgarie, donc, où il y a le moindre des cas. Alors, dès le 28 janvier, la présidence croate de l'Union européenne a activé le mécanisme de réaction de l'UE en cas de crise, le fameux dispositif IPCR. Pouvez-vous nous le présenter et en rapportant aussi les résultats obtenus? Alors le mécanisme des crises, c'est un mécanisme que chaque État membre peut à tout moment déclencher, comme ça a été fait par la présidence croate, en cas de crise. Maintenant, crise, ça peut être un acte terroriste, ça peut être une catastrophe naturelle, ou ça peut être, comme ça a été le cas ici, une pandémie. Et donc, ça repose sur le principe de la subsidiarité. Ça veut dire les chefs d'État se réunissent, ils discutent ensemble quelles mesures ils veulent prendre. Et dans le cas de la pandémie de la Covid-19, chaque État membre a pris des mesures un peu individuelles, adaptées à la situation. Et parfois à l'intérieur des pays, même par région. Parce qu'on a vu que la Covid-19 s'est développée différemment par région, même parfois par ville. Les grandes villes étaient beaucoup plus touchées que les zones rurales. Et donc, selon de cela, chaque État membre a développé un peu les mesures différentes. Alors, à partir de la mi-mars, l'UE s'organise et prend des mesures sanitaires, mais surtout d'ordre économique et social, de grande ampleur, il faut le dire. Mais qu'en est-il de la coopération européenne sur le plan scientifique et la recherche médicale sur la Covid-19? Alors, on a tout de suite mobilisé un programme qui s'appelle Horizon 2020. Et donc, c'est un programme qui permet la recherche scientifique. On a mis 123 millions d'euros dedans. Et ça permet en fait de faire toutes sortes de recherches. Par exemple, sur le vaccin. Par exemple, sur le traitement. Il y avait beaucoup de discussions sur le traitement. Et ça continue d'ailleurs, parce qu'on n'a pas trouvé un remède. Et donc, c'est très important qu'à un moment donné, on est plus sûr comment il faut traiter un patient. Et peut-être dans l'avenir, on arrive aussi à développer un vaccin. Mais ça va prendre du temps. Entre 18 mois et 24 mois. Et donc, on investit fortement là-dedans parce qu'on ne veut pas que ça se répète dans l'avenir. Mais certains experts, notamment Bernard Kouchner, disaient qu'on manquait d'une Europe de la santé. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut voir comment l'Europe fonctionne. Aujourd'hui, vous avez certaines compétences qui sont levées
au niveau européen et d'autres qui sont restés au niveau des États membres. C'est pour ça que je vois aussi dit l'Union européenne, c'est entre un État fédéral et une organisation. On est entre les deux parce qu'on est un Parlement élu, par exemple. Mais au niveau des compétences, on a la compétence comme le commerce qui est devenu une compétence européenne, mais la santé est restée une compétence des États membres. Donc je crois que cette pandémie a montré que peut-être il est temps aussi de s'avancer plus dans une coordination plus forte au niveau de la santé. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter peut-être après la pandémie. Alors, la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies craint une deuxième vague du nouveau coronavirus en Europe. Cependant, de nombreux pays ont amorcé un déconfinement. Ce choix n'est-il pas prématuré? Vous savez, je ne suis pas scientifique, c'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre, le confinement, ça fait quoi? Le confinement, ça ne fait pas éliminer une maladie. Le confinement, ça fait ralentir une maladie. Pourquoi? Parce que le système de santé de chaque pays est capable uniquement d'accueillir un certain nombre de patients. Donc, si vous laissez partir une maladie, mais vous arrivez à une situation où les gens se trouvent dans la rue parce qu'il n'y a plus assez de lits. Donc, le confinement, c'était un ralentissement. Après, il faut comprendre aussi qu'une pandémie va s'arrêter uniquement quand vous avez soit un vaccin, soit atteint un certain seuil. Et donc, là, vous ne pouvez pas continuer des mois et des mois, une année, 2 ans avec un confinement. Parce qu'après, l'impact sur l'économie est tel que vous avez d'autres conséquences. Je crois faire un confinement progressif, c'est la chose à faire. Et je crois que ça a été fait, ou c'est fait actuellement assez prudemment. On fait un confinement, on regarde les résultats. Et puis si ça marche, on continue un peu plus. Et dans certains pays, vous avez vu, dans certaines villes, par exemple en Allemagne, mais on a fait marche arrière un peu. On a dit non, on reste encore un peu plus en confinement. Et c'est ça qu'il faut faire, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un autre aspect, et c'est la relance économique. Alors, le gouvernement italien prévoit de rouvrir à partir du 3 juin ses frontières aux touristes de l'Union européenne et annuler la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers. D'autres pays, visiblement, lui emboîtent le pas. Excellence, on a l'impression que la fermeture des frontières de l'espace Schengen s'est effectuée assez rapidement, finalement, mais que la levée progressive de ces restrictions semble se faire dans un grand désordre. Pourquoi l'UE n'arrive pas à harmoniser toutes ces dispositions? Mais actuellement, justement, il y a des discussions de l'harmonisation. Après, il faut comprendre aussi, c'est très facile de mettre tout le monde en confinement, parce que c'est une mesure de sécurité. Mais après, il faut prendre cette responsabilité de dire, allez, on lève le confinement, parce que c'est une grande responsabilité. Si vous avez une deuxième vague, vous en avez parlé tout à l'heure, mais qui prend la responsabilité s'il y a des cas infectés et s'il y a le décès de nouveau? Donc là, il y a une incertitude. Et les pays plus touristiques veulent aussi avoir un tourisme pendant l'été. C'est l'impératif économique qui s'impose? Je crois que c'est une volonté de dire, mais au moins à l'intérieur de l'Union européenne, on veut ouvrir. Maintenant, je vois quand même de plus en plus une harmonisation vers une date 1er juillet. Vous avez vu peut-être qu'en France aussi, maintenant, il y a plus de confinement obligatoire, c'est volontaire. Donc, on voit les allègements. Là, on est encore en mai. Je parle de 1er juillet. Vous avez vu l'évolution dans les dernières semaines. Je crois qu'il faut attendre 2-3 semaines. Et à mon avis, on va aller vers une harmonisation, sauf s'il y a vraiment une deuxième vague. Et moi, j'ai en tête une date butoir de 1er juillet, où je pense les vols vont marcher à l'intérieur de l'Union européenne. On va avoir dans l'espace Schengen une plus grande liberté. De circulation. De circulation, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Alors, dès le début de la crise, chaque État réagit de son côté et gardait pour lui les ressources médicales dont il dispose pour faire face au coronavirus. Alors, qu'est-ce qui explique ce manque de solidarité au sein des pays membres de l'Union européenne? Alors, on était au départ vraiment pris par surprise. Il faut comprendre l'historique de la de Covid-19. Au départ, on a vu une épidémie en Chine. Et pratiquement tous les États membres ont envoyé du matériel en Chine. Et on ne pensait pas que ça va arriver tout de suite en Europe.
On pensait c'est une épidémie, il faut aider, il faut être solidaire. Et tout d'un coup, ça a commencé en Europe, mais ça n'a pas commencé doucement, ça a commencé assez brutalement. Et il y avait dans la plupart des États membres une manque du matériel. Alors, après, chaque État membre a essayé de s'occuper des patients avec les meilleures manières, et donc il n'y avait rien à donner aux autres. Et c'était une manque de solidarité au départ. Et on a tous regretté, et d'ailleurs la présidente de la commission a même fait une déclaration. Elle s'est excusée vers l'Italie. Heureusement, je dois dire, ça s'est après complètement changé. Parce qu'après, on est rentré dans un vrai esprit de solidarité. Vous voyez par exemple l'Allemagne qui a eu beaucoup moins de cas, ils ont pris des patients français, mais aussi d'autres pays. Vous avez la France, la République tchèque, etc., qui ont envoyé du matériel dans d'autres pays, notamment en Espagne, en Italie, les Allemands qui ont envoyé du matériel. Et après, au fur et à mesure, on a vu s'installer une vraie solidarité. Et quelque part, c'est ça aussi que je retiens un peu de cette pandémie. Que la vraie valeur ajoutée, c'est la solidarité. Et je crois, au fur et à mesure, tout le monde avait compris que c'est la seule manière de gérer une pandémie. On a l'aspect économique. Au sein de l'UE, les discussions achoppent sur la création d'un instrument pour relancer l'économie. Et les pays les plus touchés, comme l'Italie, réclament qu'il puisse être financé par une dette commune sous la forme d'obligations, également appelées Corona Bond ou Eurobond. Cette solution est soutenue par l'Espagne, la France, la Grèce et depuis peu l'Allemagne. Toutefois, l'idée de mutualisation de la dette constitue une ligne rouge pour les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède. Ils ont même adressé une fin de non-recevoir à la proposition franco-allemande. Comment l'UE peut concilier des visions aussi différentes, diamétralement opposées? Je crois que ce n'est pas diamétralement opposé. Je crois que c'est une progression. Vous avez mentionné vous-même, au départ, il y a certains États membres qui ont commencé, après d'autres, notamment l'Allemagne, par exemple, s'est joint à l'initiative. Aujourd'hui, vous avez quand même déjà une mobilisation énorme de ressources. Déjà, il y a plus que 15 milliards d'euros qui étaient mobilisés directement pour aider les entreprises. Mais maintenant, il y a un fonds de 500 milliards pour aider les entreprises. Je crois qu'on est déjà allé très, très loin. Après, idéalement, on va encore plus loin parce que finalement, il faut être solidaire dans l'Union européenne. Mais je ne dirais pas que c'est des visions qui vont rester comme ils sont actuellement. Je crois que c'est quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure et on a vu énormément de progrès. Dans l'Union européenne, on a le grand avantage qu'on a des ressources qu'on peut mobiliser et qu'on a mobilisées. 500 milliards d'euros, c'est énorme déjà. Et ça, à mon avis, va aider beaucoup d'entreprises européennes à reprendre après la pandémie. Des pays en bonne santé économique, pour rester sur le même sujet, sont donc opposés à ce transfert des supplémentaires entre pays européens qui les conduirait finalement à payer pour les autres cette crise sanitaire, notamment les pays plus affectés. Là encore, on est un peu étonné qu'une institution qui finalement qui repose sur la solidarité, vous l'avez dit, vous êtes entre une fédération, une confédération, on est étonné que là encore, il y ait un manque de solidarité, que les pays les plus riches refusent d'aider, de payer pour les pays les plus pauvres de l'Union européenne. Alors, il faut déjà voir, ce n'est pas les pays les plus riches. Pas toujours, c'est vrai. Mais il faut déjà voir la France, l'Allemagne, oui, se sont inscrits les deux grandes locomotives. Dans l'Italie, ils se sont inscrits dans l'initiative. Après, il faut aussi comprendre les mécanismes européens. Vous commencez à se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Vous parlez d'une chose où il y a encore un manque d'accord de certains pays. Mais vous n'avez pas parlé de 12 autres choses où il y a déjà un accord. Comme je disais tout à l'heure, un paquet de 500 milliards d'euros, tout le monde s'est mis d'accord. Les aides aux entreprises, les recherches qui sont faites, etc., etc., là, il y avait un accord. Peut-être pas tout de suite non plus, mais on est arrivé à un accord. Et c'est toujours comme ça, les discussions se font en toute ouverture en Europe. C'est-à-dire maintenant, on voit uniquement la chose où il n'y a pas encore un accord. Mais il ne faut pas oublier que sur 80% de choses, il y a déjà un accord. Et je crois qu'il faut le voir comme ça. Et c'est la même chose qu'on constate aussi quand les discussions au Conseil. Le Conseil, c'est avec les États membres.
on ne se rend pas compte toutes les choses où tout le monde est d'accord. On se rend uniquement compte des points où il y a une dissonance, où on n'est pas d'accord. Mais alors, regardons déjà les 80% qui sont là et espérons que les 20% vont aussi venir. Sachant que la présidente va s'exprimer dans les jours à venir à ce sujet et peut-être qu'on aura un début d'accord ou en tout cas une piste de réflexion. Mais on espère notamment, mais comme vous avez dit, je crois que la solidarité est importante et la solidarité, ce n'est pas toujours facile non plus parce que ça veut dire, pour certains, il faut donner pour les autres, peut-être plus qu'on veut donner parce qu'on souffre soi-même, mais c'est l'exercice de solidarité. L'espace Schengen a connu récemment des restrictions en termes de liberté de circulation. Si cette pandémie venait à durer, à s'éterniser, voire devenir permanente, est-ce que ça ne va pas modifier totalement l'objet même de l'Union européenne et finalement de l'espace Schengen, cette libre circulation qui faisait la particularité de... Alors il faut déjà voir, la libre circulation en tant que telle n'était jamais interrompue parce que vous avez les transporteurs et tout qui passaient. Il y avait, on n'a pas pu partir par exemple en vacances, donc il y avait des restrictions, mais les frontières n'étaient pas entièrement fermées. D'un autre côté, bien sûr, l'Union européenne repose sur ce qu'on appelle le marché unique. C'est le plus grand marché au monde. Et donc, ces marchés fonctionnent parce qu'il y a la liberté de circulation, la liberté de service entre les différents pays. Donc, bien sûr, c'est très important de le maintenir parce que sans ça, il n'y a pas de marché unique. Donc, c'est pour ça aussi, c'est important de rentrer dans un mode de déconfinement graduellement parce qu'on veut préserver ces marchés qui est l'atout numéro 1, je dirais, de l'Union européenne. Est-ce que l'idée de l'Union européenne est aujourd'hui autant partagée par les populations que par les responsables politiques de cet ensemble? Mais je pense que oui. En fait, il y avait beaucoup de discussions sur ces sujets autour de Brexit. Et en fait, ce qui était étonnant quelque part, la sortie de l'Angleterre, de l'Union européenne, a fait une vague des pro-européens, des manifestations qu'on a vues en Europe, pour l'Europe. Beaucoup de gens se sont occupés de cette question, c'est quoi l'Europe, beaucoup plus qu'avant. Et ça, on a vu aussi dans les élections européennes. Vous savez qu'on a un suffrage universel pour le Parlement européen. C'est le deuxième plus grand suffrage démocratique au monde, après l'Inde. Et donc là, on a vu que le sujet pour la population se sont manifestés dans cette élection, notamment tout ce qui est environnement. C'était le sujet numéro 1. Les changements climatiques, ça c'était les grands sujets. Et donc on a vu ça pour la première fois, une manifestation de la population, un vrai intérêt européen. Donc vous êtes optimiste? Je suis très optimiste pour ça, effectivement, et je pense aussi que beaucoup de gens dans cette pandémie ont compris que les solutions ne se trouvent pas dans l'individualisme. La Commission européenne a soutenu l'Organisation mondiale de la santé après les menaces du président américain Donald Trump de lui couper les vivres suite à de nombreuses critiques. Doit-on en déduire, Excellence, que l'Union européenne est satisfaite de la gestion de cette crise sanitaire par l'OMS? Alors nous, on a soutenu l'OMS déjà avant la critique qui était exprimée par le président Trump. Maintenant, il faut se poser une question. Si on a une pandémie, comment, au niveau de santé, on gère le plus efficacement une pandémie? Il faut avoir un organisme, une organisation qui travaille à l'échelle mondiale. Vous ne pouvez pas, justement, pour faire référence à ce que je disais avant, vous ne pouvez pas rester dans un individualisme. Donc, nous, on a voulu travailler avec une organisation qui se trouve dans tous les pays au monde. Et c'est l'OMS. Et donc, c'est un partenaire tout à fait naturel. Comment vous voulez gérer une pandémie si vous n'avez pas un partenaire qui est un peu partout, qui peut comparer les résultats, être actif, voir à l'échelle mondiale comment il faut agir? L'OMS est ici aussi. Mais un partenaire qui peut être faillible aussi, un partenaire qui peut se tromper. Tous les partenaires peuvent se tromper aussi. C'est-à-dire, nous aussi, on a vu la critique du président Trump plutôt comme une motivation, on va dire, à faire mieux,
mais pas vouloir se retirer complètement. Si vous rentrez un peu plus en détail, vous allez voir que les fonds américains sont peut-être toujours là. Donc, mais nous, on tient à soutenir l'OMS. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ici en Côte d'Ivoire, on a fait une tribune conjointement avec l'OMS, justement pour montrer à quel point on soutient l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est un partenaire qui peut agir dans une pandémie. Et même si, sur le long ou court terme, on découvre qu'il y a eu des erreurs peut-être plus graves que celles dont on voit poindre déjà un peu... Mais si on découvre quelque part qu'il y a des défaillances, mais il faut travailler sur les défaillances. Mais ça ne veut pas dire vous cherchez votre partenaire au milieu de la route. Vous avez un partenaire et ce partenaire va vous accompagner dans une pandémie. Alors, quelles sont les actions menées justement par l'Union européenne en Afrique dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 ? Alors, à l'échelle mondiale, on a mobilisé 15,6 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Et là, la priorité est clairement en Afrique pour nous. Déjà, on travaille à un niveau global en Afrique avec l'OMS, mais aussi avec l'Institut Pasteur. Mais après, on a des programmes dans chaque pays. Ici, en Côte d'Ivoire, l'Union européenne soutient la Côte d'Ivoire avec plus que 100 milliards francs CFA. Mais on fait ça ensemble aussi avec les États membres de l'Union européenne. Parce que dans la pandémie, on a dit il faut agir ensemble. Donc, on a créé ce qu'on appelle ici l'équipe Europe. Et donc, c'est tous les États membres sur place, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, qui travaillent ensemble avec l'Union européenne pour se coordonner et pour soutenir des différentes actions. Donc là, on arrive à une somme encore plus importante de 150 milliards francs CFA. Et là, on soutient aussi bien le secteur de santé, parce qu'on a vu la pandémie, ça met des contraintes sur les systèmes de santé, mais aussi la reprise économique. Pourquoi la reprise économique ? Parce qu'on a vu que le confinement a fait que beaucoup d'entreprises ne marchaient pas comme avant. Ça a un impact, il y a beaucoup moins de clients, il y a beaucoup moins de livraisons. Et donc, on veut aider à relancer cette reprise économique. Et là, le gouvernement a mis en place des fonds de soutien et des garanties pour les entreprises, les grandes entreprises et les PME. Et on s'inscrit là-dedans en tant que l'équipe Europe. Et on espère qu'avec cela, on va vraiment pouvoir aider les entreprises sans distinction. Ça peut être ivoirienne, européenne. Ils doivent être ici en Côte d'Ivoire, c'est tout. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les pays développés auraient de leçons à tirer des mesures prises par certains États africains. Qu'en pensez-vous ? Alors je pense que les mesures sont vraiment très individuelles, parce que vous avez parlé des différences en Europe. Je crois en Afrique, si je prends la Côte d'Ivoire par exemple, le gouvernement a décidé un confinement pour les personnes fragiles, donc âgés et ceux qui souffrent déjà de maladies préexistantes. Je crois que c'était la bonne mesure. Plus le confinement des grands districts d'Abidjan, ça a eu un impact très positif. Maintenant, chaque pays est différent. Vous avez une évolution très linéaire en Afrique. Pourquoi ? Je ne peux pas vraiment vous répondre. Il y a plein de théories. La population est plus jeune, etc., etc. Mais je crois qu'on ne peut certainement pas généraliser cette question-là. Donc, vous ne pensez pas que les pays développés ou occidentaux auraient des leçons à tirer de la gestion de la crise par les pays africains ? C'est prématuré ? Mais vous voyez, prenons juste la pyramide de population. En Afrique, elle est inversée par rapport à l'Europe. Le Covid-19 trouve, en fait, l'âge moyen de personnes qui meurent, c'est 79,5 ans. Voilà, combien vous en avez en Côte d'Ivoire? C'est minuscule comme pourcentage. Il y a 7,5% qui sont plus âgés que 54 ans. En Europe, c'est l'inverse. Vous avez la majorité de la population qui est dans cette groupe d'âge. Donc forcément, les mesures à prendre sont fort différentes parce que, je reviens à ce que je disais au départ, le confinement sert à rendre une pandémie gérable. Je pense qu'il fait référence plutôt
à cette prise de décision assez rapide. On a vu l'Europe hésiter longuement entre le confinement, entre les restrictions, des déplacements, alors que l'Afrique, avant même les premiers cas, a fermé les frontières. Est-ce que c'est peut-être pas ce côté-là qui veut mettre en avant? Alors, si c'est ces côtés-là, comme je disais tout à l'heure, on était pris par surprise. Oui, en rétrospective, on aurait peut-être pu voir qu'il y a une vague qui va venir, on va dire un tsunami de coronavirus qui vient. On n'a pas vu. Et ça, donc on a laissé les frontières ouvertes, on a livré le matériel en Chine pour aider et on s'est retrouvés nous-mêmes dans une situation compliquée. Alors si vous faites référence à ça, oui, on aurait peut-être pu faire autrement. En fait, après, notre exemple était l'exemple pour les autres à ne pas faire. C'est-à-dire, il fallait fermer les frontières plus tôt, il fallait réagir plus rapidement, il faut laisser procurer du matériel pour se préparer. Je crois que ça a été fait ici et dans d'autres pays. Ça, je suis entièrement d'accord, oui. Excellence, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Fatim, c'était un grand plaisir de vous avoir ici à la résidence de l'Union européenne. Merci à vous de nous avoir suivis, aussi bien sur RTI 1 que sur Radio Côte d'Ivoire. Bonne suite des programmes.